Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au secteur des entreprises biotechnologiques, un secteur qui connaît depuis plusieurs années déjà un succès assez significatif sur les marchés, qui s'est traduit notamment par des introductions en bourse de nombreux laboratoires. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce secteur-là, pas pour vous présenter des opportunités qui peuvent, comme c'est souvent le cas pour les biotech, vous procurer des retours sur investissement faramineux. Non, plutôt, je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter trois exemples de biotech françaises, DBV Technologies, Genfit et Inat Pharma, que je considère être des échecs, et je pense que je ne suis pas le seul, on le verra notamment avec l'analyse graphique. En tout cas, ce sont trois entreprises dont le cours boursier a dévissé cette année, et on va voir en fait dans cette vidéo pourquoi. Car si les biotech peuvent présenter des opportunités d'investissement intéressantes, avec des espérances de gains parfois impressionnantes, en réalité ça reste un secteur d'investissement extrêmement risqué, et le risque n'est parfois pas pris en compte correctement, en tout cas comme il devrait l'être, par les investisseurs. Alors sans plus attendre, on va tout de suite commencer avec la présentation de la première entreprise, et on se retrouve pour ce faire sur son site, et plus particulièrement sur l'onglet de sa pipeline de développement, donc son portefeuille de produits en cours de recherche. Il s'agit donc de l'entreprise DBV Technologies, une entreprise qui a été créée en 2002, introduite en bourse en 2012 en France, puis sur le marché américain en 2014. Pour faire simple, DBV Technologies, c'est donc une biotech qui s'est spécialisée dans le diagnostic, mais aussi dans le traitement des allergies alimentaires, notamment à l'arachide, au lait de vache ainsi qu'aux œufs, via un produit, le Viaskin, qui est une marque déposée, et dont la valeur ajoutée principale est d'administrer la solution, le traitement, par la voie cutanée, grâce à un patch. Le Viaskin, c'est donc un patch, et c'est donc là toute l'innovation proposée par l'entreprise. À l'heure actuelle, vous avez le produit concurrent du laboratoire américain Immune, qui a d'ailleurs été validé par la FDA ce janvier, puis par l'EMA, l'Agence européenne du médicament, un peu plus tard dans l'année, même récemment en fait, hein, début décembre, il me semble, donc, qui pour le coup en fait s'administre par voie orale grâce à une poudre. Bon, DBV Technologies, vous voyez, son produit phare c'est vraiment le Viaskin Peanut, donc contre l'allergie à l'arachide, qui est en phase 3, qui a bénéficié de la désignation Fast Track de la FDA, qui a permis d'accélérer le processus de développement. Le Viaskin Milk également fait l'objet d'une désignation Fast Track. On a dans le pipeline également le Viaskin Egg et d'autres programmes dont certains ne sont encore à ce stade toujours pas dévoilés. Mais le gros finalement de la recherche de DBV, c'est donc le Viaskin, et plus particulièrement le Viaskin Peanut, dont la mise sur le marché avait été demandée par DBV, mais qui cependant n'a pas été approuvé par l'agence sanitaire américaine, la FDA, qui a en août dernier, de mémoire le 4 août, rendu sa décision et notamment émis des doutes, des réserves sur l'efficacité du patch, qui est donc en fait qui consiste en l'innovation majeure du produit de DBV. Donc la FDA, elle a émis des réserves sur l'efficacité de ce patch pour l'administration du traitement pour les patients, donc des jeunes enfants âgés de 4 à 11 ans. Et ce refus a succédé déjà en fait à de nombreux reports des réunions qui étaient du coup prévues avec la FDA pour la mise éventuelle sur le marché du produit. Donc on avait déjà des mauvaises nouvelles qui s'étaient succédées au début de l'année, à commencer du coup, comme je l'ai dit, par l'approbation du produit concurrent de Immune, les nombreux reports de réunions avec la FDA, et puis la mauvaise nouvelle en fait pour les investisseurs de DBV, dont j'ai eu la chance de pas faire partie à ce moment-là. Euh, donc cette nouvelle du 4 août, comme on va pouvoir le voir sur les graphiques, qui avait entraîné un gap assez dramatique, hein, de 50% plus ou moins.
ce qui se traduit en plus par une perte sèche, puisque vous avez beau placer des stops sur ces valeurs-là, vous vous êtes sorti dès l'ouverture avec un gap qui ramène les cours bien en dessous des stops éventuels que vous auriez pu mettre, en tout cas dans cette zone ici même. Donc, une débâcle pour DBV qui n'est pas la première. Si je remonte vraiment dans l'historique boursier de l'entreprise, on a dit donc qu'elle avait été introduite en 2012. On avait eu, et c'est d'ailleurs compréhensible, une hausse assez exponentielle puisqu'on avait un produit qui se voulait disrupteur, qui était du coup porteur d'espoir pour le marché, qui est d'ailleurs assez énorme, hein. On parle vraiment d'énergie alimentaire. C'est un marché vraiment qui représente plusieurs milliards de dollars. Donc on avait des cours là quasiment x10 avec des plus hauts atteints quasiment à 80 euros et une chute qui s'est entamée dès la fin de l'année 2017. Et ça a été du coup vraiment la bérésina pour les investisseurs à de nombreuses reprises avec voilà, des accélérations baissières qui généralement suivent des mauvaises nouvelles, donc dès la mi-2018. Et là, pour revenir plus récemment sur cette année, on a eu du coup la news du 4 août avec ce gap qui s'est ensuite suivi par peu ou prou une sorte de stabilisation des cours et en réalité en fait une dégradation, une poursuite de la baisse. Et toutefois, on a eu fin octobre, début novembre, une belle bougie haussière, une belle bougie verte qui s'est accompagnée de volumes quasiment historiques, suite en fait à une nouvelle, d'ailleurs c'est souvent le cas sur les biotech, l'effet des annonces est très important. Donc le Viaskin Peanut pardon, qui avait été refusé début août par la FDA, eh bien on a l'Agence européenne du médicament, la EMA, qui a annoncé, qui a rendu un avis assez favorable sur le produit. Donc c'est peut-être pas la fin des haricots finalement pour des BV, que je présente ici comme un exemple d'échec. Ce n'est pas encore un échec total. D'ailleurs, on voit que l'entreprise cote encore et d'ailleurs connaît en tout cas vraisemblablement ici, se trouve dans des configurations techniques assez intéressantes, assez intéressantes, pardon, je vais y arriver, même du point de vue spéculatif. Je vous ai tracé ici, bon là on sort du cadre de l'analyse fondamentale, mais on a ici une oblique qui traîne depuis avril 2020 et qu'on a a priori cassé début du mois de décembre. J'ai un pivot également à 4,70 €. Si on a franchissement de ce pivot, on pourrait avoir une poursuite de la hausse. Je vois qu'on n'a pas loin la moyenne mobile 200 jours à 40%, à 6,60 €. Pourquoi pas revenir la tester sur effet d'une nouvelle annonce. D'autant plus qu'on est maintenant dans un contexte de marché qui est propice à l'appétit pour le risque. Donc pourquoi pas, hein, vraiment pour jouer la spécu, mais ou alors pour les investisseurs long terme de pouvoir sortir à moindre coût. Je pense notamment à ceux qui sont rentrés avant ce gap baissier. Bon, de manière générale, voilà, je vous ai présenté un peu les perspectives de l'entreprise à moyen long terme. Donc à suivre finalement la décision de l'EMA pour le Viaskin Peanut. A priori pour la FDA, on a pu le voir cet été, c'est mal parti. Du point de vue de la trésorerie et des BV Technologies, quand même, elle a l'intérêt de coter en dessous de sa trésorerie. On a une capitalisation de 250 millions d'euros pour une trésorerie de 262 millions. Donc assez intéressant, on a une trésor supérieure à la capitalisation, une trésorerie qui d'ailleurs à la fin mars du coup de 262 millions d'euros, qui devrait permettre à l'entreprise de rester saine jusqu'au premier trimestre 2021. On a eu également avant le rejet du Viaskin Peanut début août un projet de restructuration de l'entreprise avec des licenciements pour couper un peu dans les dépenses. Donc voilà, les dirigeants, le management essayent de gagner un peu de temps en renflouant les caisses. Est-ce que cela permettrait à l'entreprise de subsister et potentiellement de remonter la pente? On le verra. À suivre également du point de vue technique sur les graphiques. Peut-être que je vous en parlerai dans les vidéos présentations d'analyse d'opportunités intéressantes. Comme vous avez pu le voir là, il y a 2 semaines, la dernière vidéo était sortie, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Voilà, bon, dossier à suivre. On va passer maintenant à la seconde entreprise, Genfit, également du coup une biotech française, créée en 1999.
avec une capitalisation boursière de 177 millions d'euros. Donc elle est un peu plus petite que DBV dont on vient de parler. Genfit, pour sa part, elle est spécialisée dans le diagnostic et également le traitement des maladies métaboliques et plus particulièrement des maladies du foie, notamment la maladie de Nash, mais également la maladie de la PBC, qui est également une maladie qui touche le foie. Et la molécule phare de Genfit, c'est l'élafibranor. Donc le produit phare de DBV, c'était le Viaskin. Ici, on a l'élafibranor. On verra que chez Inat, c'est le monalizumab, si je prononce bien, hein, c'est pas toujours simple avec ces noms de thérapie. En tout cas, voilà l'élafibranor. Et là, pour le coup, on a eu également, si on passe sur le graphique de Genfit, on a eu une débâcle boursière au mois de mai avec on va essayer de remonter, je repasse en daily, une débâcle boursière suite à des résultats de phase 3 décevants sur l'entreprise. Et là, regardez, c'est vraiment la cascade, hein, c'est-à-dire qu'on passe d'un cours de quasiment 20 euros avec voilà, une chute de quasiment allez, 70%. On atterrit sur les 4,60 €, 70. Et en plus, Genfit, c'était une entreprise, enfin c'est une biotech qui était assez appréciée. Je connais à titre personnel voilà, des investisseurs qui étaient positionnés dessus, également la prisée des analystes. Et malgré cela, on a eu des résultats de phase 3 décevants. Le critère principal d'efficacité n'a pas été atteint. Et on a du coup eu à la fin du mois de juillet une redéfinition de la stratégie avec bon, du coup elafibranor inefficace pour la NASH. Maintenant, l'entreprise tente de trouver, enfin on va dire on est en essai clinique de phase 2 pour une application du elafibranor dans la PBC, donc une autre maladie du foie. Mais à part ça, ce qu'on a, c'est ici en phase préclinique le TGFTX, ou alors on a également un produit dans la fibrose en phase 2. À part ça, sinon on a une technique de diagnostic non invasive pour la NASH. Mais quand on voit qu'une entreprise qui a plus de 20 ans et qui s'est bâti une réputation dans le traitement de la NASH et qu'on a, au bout de 20 ans, on a vraiment une déception, grave déception avec une molécule qui finalement s'est révélée être inefficace, c'est sûr que ça porte un coup assez important à la valeur. On a pu le voir ici avec cette chute. Donc fondamentalement, c'est dégradé. Graphiquement parlant, si on retrace un peu le parcours boursier de la valeur, et là, ça va vous rappeler DBV, mais en réalité, si vous comparez, c'est souvent le cas avec beaucoup de biotech. On a eu un cours d'introduction ici, donc en 2007, janvier 2007, autour des 12 euros. On a eu une chute importante, on est même descendu aux 2 euros. Et ensuite, regardez-moi cette hausse exponentielle qui atteint les 65 euros. Donc ça, c'est souvent le moment où l'entreprise, jusqu'alors inconnue des radars, commence à passer sous l'attention de plusieurs analystes. On commence à avoir du marketing autour de la boîte, des traders qui se mettent à spéculer. Et voilà, donc c'est le moment où tout est rose et le marché promet un avenir radieux pour l'entreprise. Et derrière, on a souvent bon, voilà, des retours à la dure réalité du terrain. Pour rappel, hein, on sait qu'en moyenne, on a 15 années qui s'écoulent entre le début du développement d'un traitement et sa potentielle mise sur le marché, à supposer que les essais cliniques soient une réussite. Et autre information importante à retenir sur le monde de la biotechnologie, la probabilité du succès d'un médicament qui entre en phase 1 n'est que de 13,8%, selon une étude du MIT. Bon, après, ça reste une moyenne, 13,8%. En ophtalmologie, par exemple, c'est un petit peu plus. En immunologie, par contre, c'est moins. Mais de manière générale, c'est assez peu. Et donc ça, du coup, on voit par exemple avec Genfit que ça n'a pas été le cas. On a eu un produit qui s'est fait recaler en phase 3. Cependant, vous avez pu le voir ici, constater cette oblique baissière. En fait, on avait une sorte de canal baissier. Bon, je vais repasser en weekly pour bien la voir vraiment. Canal baissier plus ou moins depuis 2017. Là, on a une oblique vraiment qu'on peut vraiment bien tracer depuis la fin de l'année 2018. Et là, a priori, on est
on est un peu en train de la tester, pourquoi pas la casser potentiellement. Encore une fois, bon, c'est des valeurs spéculatives maintenant qu'elles n'ont plus vraiment leur intérêt vis-à-vis de leurs produits phares. Mais là, je m'adresse vraiment aux spéculateurs qui regardent cette vidéo. Pourquoi pas, là, comme un peu pour des DBV, avoir la moyenne mobile de 100 jours en ligne de mire, 50% de hausse potentielle sur cassure de l'oblique baissière de ce niveau également de résistance à 4,70 €, ce qui est du coup possible sur news. Les news qu'on va maintenant attendre sur GenFit, ça va être par exemple les news sur les résultats de la phase 2 de la Fibra-Nord dans la PBC. Donc à suivre. Après, fondamentalement, on a une trésorerie à 93 millions d'euros. Donc proportionnellement, on est peu ou prou à la moitié de la capitalisation, alors que DBV c'était au-dessus de la capitalisation. Après, sur ce point-là, j'aimerais également nuancer, c'est-à-dire que souvent, on va présenter ces entreprises comme étant euh, des, euh, des exemples de l'irrationalité des marchés, puisque par exemple sur des BV, on a quand même une capitalisation qui est en deçà de la trésorerie. Alors vous allez me dire comment est-ce possible, mais en réalité, la trésorerie qu'on annonce aujourd'hui, eh bien, c'est la trésorerie à un instant T. Il faut savoir que les entreprises biotech sont connues pour cramer du cash, puisqu'elles ont, en tout cas dans les exemples dont on parle dans cette vidéo, aucun produit commercialisé, donc aucune source de revenus, mis à part leur trésorerie, leur caisse, et éventuellement des partenariats et des versements en fait d'acompte par leurs partenaires pharmaceutiques. Et donc oui, aujourd'hui DBV par exemple cote au-dessus de cette trésorerie, mais ça ne sera pas éternellement le cas, et même à très court terme, on voit que dès le début de l'année 2021, on va commencer à avoir des sources de financement, des caisses qui vont commencer à s'assécher. Et donc vraiment prendre ça en compte. Et à la rigueur, le deuxième avertissement, puisque là on parle de GenFit, je vous disais que cette valeur-là était quand même assez prisée. On avait à l'époque où elle valait 20 euros, j'ai le souvenir d'objectifs de cours, y compris dans les, bon je vais pas donner de nom, hein, mais y compris dans les grands noms des médias financiers, qui mettaient des objectifs à 80, 100 euros, parfois même 120 euros, donc des objectifs vraiment hallucinants, et qui manifestement, eh bien, ont été naïfs, car peut-être que ces objectifs en fait se basent sur la mise sur le marché des produits en phase de développement, de recherche, mais comme on a pu le voir avec les chiffres, c'est rarement la réussite pour ces produits-là, et donc c'est vraiment une information à garder en tête. Ne faites pas trop d'attention en fait à ces objectifs de cours, car ils sont trompeurs, comme on a pu le voir. On va passer maintenant à la troisième et dernière entreprise de la vidéo, Innate Pharma, qui, tout comme JetFit, a été fondée en 1999. Alors Innate Pharma, introduite en bourse en 2006 en France, passée également sur le Nasdaq en 2019, assez récemment d'ailleurs, et un parcours boursier assez chaotique également cette année, avec une baisse de moins 25% sur l'année 2020, même si fondamentalement c'est moins mauvais que GenFit par exemple, ou que DBV à ce stade, même si DBV récemment on a un peu plus d'espoir avec l'EMA qui pourrait potentiellement sauver le Viaskin. En tout cas maintenant pour rester sur Innate Pharma, on a du coup une entreprise, une biotech qui est en fait voilà, spécialisée dans la recherche de médicaments contre les cancers, avec un angle d'attaque assez original, assez innovant, qui est celui de la réponse immunitaire. En fait, Innate Pharma euh, développe des anticorps monoclonaux en vue de stimuler la réponse immunitaire pour que notre corps en fait se défende directement contre les cellules tumorales et les cancers. Donc c'est une approche assez intéressante qui a permis à Innate Pharma de se forger une réputation dans le cercle dans le monde de l'immuno-oncologie, avec des partenariats de longue date, notamment avec le danois Novo Nordisk, qui est sur le coup depuis longtemps, également Bristol Myers Squibb, le britannique, qui s'est associé à Innate Pharma pour tout ce qui est traitement des cancers. Novo Nordisk, c'est plutôt pour les maladies inflammatoires. Et on a également depuis quelques années le britannique AstraZeneca, qui, en plus d'être au capital d'Innate Pharma, s'est associé à la biotech pour son produit phare, le monalizumab, qui est, comme vous pouvez le voir, en phase 2.
voilà, pour cancer de la tête et les tumeurs, voilà, ici cancer colorectal. Donc pour Innate Pharma, on a en janvier 2019 son produit phare, donc le monalizumab, qui a été euh, qui a, qui a reçu la nomination Fast Track par la FDA. On a normalement des résultats de phase 2 qui sont attendus pour la fin 2021. A priori, pas de phase 3 en vue. On a donc AstraZeneca qui est en co-développement sur le produit, qui prendrait en charge sa commercialisation. Donc à voir hein, ce que ça va donner, on a encore un peu de temps, on verra fin 2021. En tout cas sur Innate Pharma, j'ai quand même voulu vous la présenter en tant qu'échec, euh, parce qu'on a on a eu des mauvaises nouvelles par le passé. Je pense notamment à février 2017, des résultats décevants pour un produit qui était à l'époque co-développé avec Bristol Myers Squibb contre la leucémie. Je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver ici. C'était, bon, je l'ai pas, donc la leucémie, le cancer du sang, donc des résultats qui avaient été mauvais. Sinon, dans les bonnes nouvelles, on a quand même eu dernièrement le statut Prime qui a été accordé par l'EMA pour le lacutamab, qui est en plus un programme propriétaire, c'est-à-dire que Innate Pharma détient entièrement les droits sur ce programme-là, et donc n'aura pas à partager ses gains ou même à revendre le produit à un partenaire comme AstraZeneca, comme c'est le cas par exemple pour le monalizumab. Donc l'acutamab qui est en phase 2, qui permet de traiter le syndrome de Sézary, donc une sorte de cancer du sang, et donc à voir comment cela évoluera. En tout cas, si on reprend le graphique, on avait ici une très moche chandelier rouge début septembre qui a suivi donc quasiment une baisse de 30%, qui avait suivi une mauvaise nouvelle, une mauvaise annonce en fait, avec AstraZeneca qui donc partenaire de Innate Pharma sur plusieurs produits, qui annonçait en quelque sorte retourner sa veste. Hein. Initialement, on avait un versement de 100 millions qui était prévu pour monalizumab. Finalement, on va passer à un versement en 2 fois 50 millions. Bon, ça a été une nouvelle qui a été mal accueillie par les investisseurs, même si toutefois on a eu depuis un rebond assez important de 36 voire même voilà, 40%. Et je vous ai tracé ici en orange les cours d'introduction. Donc si on revient vraiment jusqu'à 2006, l'entrée en bourse, vous voyez, on était ici à 4,70 € au niveau de l'introduction. On a eu, tout comme Genfit ou DBV, une baisse avec des plus bas à 1,20 €, 1,10 €. Ensuite, une nouvelle phase exponentielle. D'ailleurs, en fait, les années 2014-2015, comme on peut le voir sous ces trois exemples, ont vraiment été très ont beaucoup souri aux biotech. Et ensuite, voilà, une nouvelle phase de consolidation, de correction finalement, avec des cours qui sont passés en dessous de ces cours d'introduction à 4,70 €. Et maintenant, si je repasse à horizon plus moyen court terme, on a également une petite oblique ici sur l'année 2020 depuis mai, qu'on a a priori réussi à franchir avec un pullback début décembre. À voir techniquement du coup comment ça peut évoluer. J'identifie ici un cluster de niveau technique assez important avec l'oblique, les cours d'introduction qui servent de résistance et également des moyennes mobiles, notamment ici un croisement haussier de la moyenne mobile 20 jours et de la moyenne mobile 100 jours, respectivement en bleu et en rouge, et une moyenne mobile 200 jours en violet qui n'est pas très loin non plus. Même si toutefois on peut le voir, le RSI reste suracheté, ou on va dire assez élevé. Donc voilà, beaucoup d'éléments techniques à surveiller. Et là encore une fois, je m'adresse plutôt à ceux qui voient ces valeurs-là comme des opportunités de trading, de spéculation. Mais pour tout ce qui est investissement, perspective plus long-termiste, je vous ai donc présenté les éléments fondamentaux qui, selon moi, driveront les cours prochainement, que ce soit donc pour Innate Pharma, Genfit ou DBV Technologies. De manière générale, je faisais quand même cette vidéo pour voilà, vous avertir sur le risque
des investissements sur les biotech. Si vous voulez vraiment vous y exposer, franchement, faites attention à votre money management, connaissez vos dossiers, parce que là, pour le coup, si vous investissez euh, dans une biotech, il faut quand même savoir de quoi il s'agit. Suivez aussi également l'avancée des recherches. Bon, voilà, il y a un travail de suivi à faire, et il faut quand même voilà, bien gérer son money management et avoir le cœur sur la main, parce que on n'est jamais à l'abri de baisses franchement assez impressionnantes. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à la commenter, à interagir avec moi, éventuellement proposer également d'autres sujets de vidéos, et à liker si elle vous a plu, hein, c'est gratuit et ça m'aide à poursuivre mon travail, à progresser. Je vous invite également à voir les autres vidéos, la dernière par exemple en date sur le Ripple, sur le XRP plutôt, on m'avait fait la remarque, j'en tiens compte. Voilà, donc une multitude de vidéos et j'attends vos commentaires. Je vous dis merci et je vous dis également à bientôt.